Imagine que tu es un oiseau survolant l'Égypte ancienne. Que vois-tu ? Tu commences par voir le Nil. Ce fleuve est vital pour l'Égypte. Il coule au centre du pays et joue un rôle capital pour l'agriculture, la pêche et les transports. Un réseau de canaux d'irrigation partant du fleuve permet de constituer au moment des crues annuelles des réserves d'eau qui serviront longtemps après que le fleuve a regagné son lit. Ces crues annuelles sont bénéfiques pour l'agriculture car elles enrichissent le sol du delta du Nil d'une boue très fertile que l'on appelle limon. La nourriture ne manque pas et même les plus pauvres mangent à leur faim. Voici la maison typique d'une famille pauvre. Tous les membres de la famille vivent dans la même pièce. Et voilà celle d'une famille aisée. Cette demeure est nettement plus vaste et confortable. Toutes les maisons dans l'Égypte ancienne sont construites en briques crues. Les temples, en revanche, sont en pierre, parce qu'ils sont élevés à la gloire des dieux. L'Égypte a un grand besoin d'artisans pour sculpter les statues et créer de splendides fresques murales. Les pyramides sont également en pierre. Construites à la demande des pharaons, elles abriteront leurs sarcophages et tous les trésors qu'ils veulent emporter dans l'au-delà. Voilà justement une procession funéraire. Les gens préparent leurs funérailles de leur vivant comme pour adoucir leur passage dans le monde de l'au-delà. Comme tu le vois, ce sont là les funérailles d'un homme riche. Dans l'Égypte ancienne, on s'imaginait que le ciel, l'air et la terre étaient tous des dieux vivants et que l'Égypte était le centre du monde, l'endroit où tout avait commencé. La brique est le principal matériau de construction. Elle est faite d'un mélange de boue et de paille hachée, puis elle est moulée et séchée au soleil. Voici maintenant quelques outils de construction courants. Une équerre, un maillet, un moule à briques et 2 fils à plomb pour s'assurer que les surfaces horizontales et verticales sont bien à niveau. Toutes les maisons sans exception, même l'extraordinaire palais du pharaon, sont en briques crues. Seuls les temples et les tombes sont en pierre. Les grosses poutres servant de structure doivent être importées parce que le bois de palmier est trop souple et que l'on ne trouve pas beaucoup de bons bois de construction en Égypte. Le pain est l'aliment de base de ton alimentation. Voici donc comment on le fait. Tu as d'abord besoin de farine que tu obtiens en concassant du blé entre 2 pierres jusqu'à le réduire en poudre. Tu te faciliteras beaucoup le travail si tu ajoutes un peu de gravier dans le blé. Ensuite, tu mélanges la farine avec de l'eau pour obtenir ta pâte. Si tu veux faire du pain sucré, tu ajoutes simplement du miel à ta pâte. Tu façonnes alors des miches dans la pâte. Pour finir, tu fais cuire les miches dans un four si tu en as un à ta disposition. Sinon, tu les places dans des moules empilés au-dessus du foyer. Tes vêtements sont généralement en lin. Mais comment fabrique-t-on le lin ? Tout commence avec une plante commune appelée linum. Pour la récolter, il faut l'arracher et non la couper. C'est un travail éprouvant qui nécessite de rester le dos courbé très longtemps. C'est pourquoi ce sont habituellement les hommes qui s'en chargent. D'abord, on fait tremper les tiges de lin durant quelques jours pour en séparer les fibres que l'on bat ensuite pour les assouplir. La fileuse attache alors les fibres sur un fuseau et fabrique un long fil torsadé en faisant monter et descendre son fuseau. Elle obtient ainsi un fil solide dont elle pourra faire du tissu. Pour tisser, on se sert d'un métier à tisser horizontal constitué d'un cadre de bois fait de 2 barres fixées dans le sol par 4 pieds. Si tes parents veulent que tu deviennes quelqu'un d'important, ils t'enverront très certainement à l'école. Mais n'oublie pas alors d'emporter ton repas de midi. Certaines écoles sont dirigées par des prêtres. Les garçons et les filles vont tous à l'école très jeunes, mais dès l'âge de 12 ans, les filles doivent rester à la maison. Pour écrire à l'école, on utilise des tablettes enduites de plâtre ou des tablettes en pierre qui servent d'écritoire. L'apprentissage de l'écriture se fait essentiellement par la copie et la dictée, et bien souvent, tu trouves ça très ennuyeux. L'enseignement repose sur l'étude des grands écrivains anciens. Mais prends garde à toi, car si tu n'écoutes pas, tu recevras certainement des coups de bâton. Contrairement à ce que tu pourrais penser, la crue annuelle du Nil est une bénédiction pour ton pays. C'est elle qui le fait vivre. Aussi, chaque année, on fait une marque correspondante à la hauteur maximale de la crue. Ces responsables inquiets, que tu vois en train de comparer les marques, essaient d'évaluer précisément l'intensité de la prochaine crue. Du
Durant la crue, les responsables font un rapport quotidien sur son évolution au ministre de l'Irrigation. Ce dernier, à son tour, en informe quotidiennement le pharaon. Bientôt, l'eau recouvre chaque berge sur près de 5 km. C'est pourquoi les villages sont généralement construits sur des buttes. Mais il arrive quand même que certains se retrouvent isolés par l'eau. Un réseau de canaux d'irrigation a été installé pour constituer des réserves d'eau. Pendant la crue, les canaux se remplissent d'eau et la retiennent au moment de la décrue. Ingénieux, n'est-ce pas ? Les travaux de l'année agricole commencent dès que la crue a cessé. Il te faut vite labourer le limon souple et fertile avant que le soleil n'ait eu le temps de cuire la terre. Aussi, ton assistante te seconde et s'occupe de semer. Les chèvres lui emboîtent le pas, tassant ainsi la terre de leurs sabots. Et grâce à elle, le travail est bien plus vite terminé. Il te faut également surveiller les cultures et les arroser puisqu'il ne pleut pas. Et prends garde aux oiseaux gloutons qui raffolent des petites graines. Peut-être as-tu les moyens d'élever quelques animaux comme des canards, des oies, quelques chèvres, pourquoi pas un cochon. Mais il est possible que tu ne puisses pas moissonner ton blé au moment où tu le désires. En effet, si tu dépends d'un propriétaire, il faudra moissonner son blé en premier. Pour moissonner, on coupe les tiges juste au-dessous de l'épi. Puis, après avoir rassemblé le blé en gerbes, tu le transportes chez toi dans un panier. Ensuite, il faut séparer le grain de l'épi. Le plus simple est de le faire piétiner par ton bétail. Mais le blé contient encore des débris d'épi et de paille. Alors, pour que le vent les emporte, tu jettes le blé en l'air. On dit alors que tu vannes le grain. Par bonheur, les figuiers et la vigne que tu cultives te donnent des fruits. Mais tu peux aussi essayer de cultiver des variétés importées, comme le grenadier. Au milieu de l'été, la sécheresse fait craquer la terre et les canaux sont secs. Mais heureusement, c'est à nouveau le moment de la crue. Bientôt, tes champs sont inondés. Tu vas donc pouvoir pêcher pour te nourrir et avoir de quoi faire du troc au marché. Pendant la crue, tu ne peux pas travailler au champ. Tu t'occupes donc de réparer les vieux outils et d'en fabriquer de nouveaux. Ainsi, tu seras prêt pour les travaux de la prochaine saison. D'ailleurs, l'époque des labours va bientôt revenir. Les jeunes gens sont impatients de se marier. Par chance, tu es libre d'épouser qui tu veux. Néanmoins, tes parents ou tes grands-parents sont censés veiller à te présenter un bon parti. Bien sûr, il y a une cérémonie de mariage. Et par la suite, le jeune couple doit faire enregistrer le contrat de mariage qu'ils ont signé. La dot de la mariée, constituée de présents et de biens lui appartenant, qu'elle va dorénavant mettre en commun avec son époux, sont apportés de la maison de son père jusqu'à la nouvelle demeure. Les jeunes mariés apportent alors des offrandes au temple sous forme d'aliments pour prier les dieux de bénir leur union. Les fenêtres sont étroites et hautes pour se protéger de la poussière, de la chaleur et de la lumière. Mais quelle vue as-tu depuis ta fenêtre ? Si ta maison est proche du centre de la ville, tu vois une grande animation dans les rues. Par exemple, tu vois les marchands dresser leurs encombrants étals le long de la rue, gênant ainsi les gens qui veulent circuler. Tu entends aussi les gens marchander et tu sens des centaines d'odeurs différentes. Tu vois des porteurs livrant du vin, des femmes rapportant de l'eau du puits, des hauts responsables se frayant un chemin à travers la foule. En résumé, un spectacle comparable à celui-ci. Pour faire de la bière, tu commences par émietter du pain d'orge à demi-cuit dans une grande jarre. Puis tu y ajoutes un mélange sucré d'eau et de pulpe de dattes qui favorisera la fermentation. Tu devras alors filtrer ce liquide très épais avant de le verser dans des jarres que tu fermeras hermétiquement avec un bouchon d'argile et que tu stockeras dans un endroit frais. Quand elle est prête, la bière est encore épaisse. Il te faudra donc probablement la filtrer à nouveau. Certains Égyptiens n'hésitent pas à boire la bière directement dans les jarres avec une pipette. On ne s'habille pas sans s'être lavé. D'ailleurs, les maisons aisées disposent d'une salle d'eau carrelée où l'on se fait verser de l'eau sur le corps. Cette femme riche vit dans le luxe. Une fois que sa servante a terminé de la laver, elle se passe une huile parfumée sur tout le corps. Puis, par-dessus une étroite tunique, elle enfile une grande pièce de lin transparent avec un trou pour passer la tête. Elle soigne tout particulièrement le drapé du tissu, ramène les côtés sur le devant et les noue sur sa poitrine. Elle doit maintenant se maquiller. C'est pourquoi
elle mélange des huiles avec des poudres minérales de couleurs différentes. Enfin, sa servante lui donne sa perruque, qui est faite avec de vrais cheveux. Les perruques savamment bouclées sont portées uniquement pour les grandes occasions. Si tes parents sont pauvres, tu n'iras à l'école que quelques années, car tu devras gagner ta vie le plus tôt possible. Ici, ce garçon se destine au métier de cordonnier comme son père. Il a donc quitté l'école pour commencer à travailler avec son père, qui lui enseigne son art. Couper et coudre le cuir, tresser des semelles de papyrus ou de fibres de palmier, et placer les sangles et les lanières sur les sandales. Une fois terminé, on vend les sandales sur l'étal familial, qui est installé dans la rue devant la maison. Tu risques d'avoir du mal à en obtenir un bon prix. Voilà pourquoi, comme cet apprenti, il te faudra aussi apprendre à marchander. C'est l'aurore. Avec les premières lueurs du jour, les gens se réveillent à peine. À cette heure-ci, le fleuve tranquille appartient aux animaux sauvages. Les canards attentifs regardent flotter un tronc d'arbre. Mais ne serait-ce pas plutôt un crocodile affamé qui les observe ? Les contrôleurs des douanes, eux, arrivent sur les quais très tôt le matin pour assister au déchargement du premier navire. Ils notent chaque marchandise débarquée et fixent les taxes correspondantes que les affréteurs devront acquitter. À présent, il est midi et les marchands ont installé leurs étals sur les quais grouillant de monde. C'est l'endroit idéal pour y faire des affaires. Des marins s'approchent, portant des sacs de céréales. Ils viennent de recevoir leur salaire et vont aller l'échanger contre de la nourriture sur le marché. Dans l'après-midi, un haut responsable fortuné s'apprête à partir durant quelques jours sur ces terres. Son bateau, orné de riches tentures et de coussins, l'attend à quai. On fait monter à bord les chevaux pour son char. En fin de journée, les pêcheurs sont de retour. Ils ont pêché avec des filets lestés, en rabattant le poisson devant eux. La pêche a été bonne aujourd'hui, et les filets pèsent si lourd qu'il faut plusieurs hommes pour les remonter à bord du bateau. C'est le soir, et sur le fleuve on entend de la musique et des rires. C'est un navire qui approche. Ce sont peut-être des passagers qui font une fête, ou bien des pèlerins en route pour Abydos, qui font une escale pour la nuit. C'est bien dur d'être un paysan pauvre, surtout si l'unique vache que tu possèdes est malade, ou si tu dois la vendre, car ce sera alors à toi de tirer la charrue pour labourer. Chaque année, les pauvres doivent effectuer pour le pharaon un certain nombre de travaux. Ton travail consiste, par exemple, à participer à la réparation des réseaux d'irrigation avant la crue. La vie réserve bien des malheurs. Ainsi, un paysan te menace de te poursuivre en justice, tout ça parce que ton âne a grignoté ses cultures. Et puis les percepteurs viennent pour chercher la part de grain que tu es tenu de verser. Mais ta récolte est mauvaise et tu ne peux pas payer. Tu n'y es pour rien, et pourtant, ils vont te rouer de coups pour te punir. Comme quoi, un malheur n'arrive jamais seul. Les riches clients apprécient le mobilier décoratif finement ouvragé et les objets dorés à leur fin. Pour leur donner encore plus d'éclat, tu peux les frotter avec une pierre tendre. Et si tu veux donner un beau fini au bois, il faut le poncer et le polir. Ici, cet ouvrier est justement en train de polir une colonne de bois. Là, cet artisan se sert d'une baguette prise dans la corde d'un arc pour percer des trous sur le cadre d'une chaise. Il y passera ensuite des cames de jonc qu'il entrelacera pour former le fond et le dossier du siège. Pour la literie, on procède de la même façon. Le matelas repose sur un solide lacis de corde que les ouvriers passent au travers de trous percés sur le sommier du lit. Tu as préféré faire carrière dans l'armée et voilà que le pharaon décide de partir en campagne. C'est lui qui dirige les armées. Pour le moment, il décide de s'arrêter pour la nuit. Les soldats dressent alors une palissade avec leurs boucliers. Puis ils déchargent le nécessaire et montent les tentes. La plus vaste est celle du pharaon. Ça y est, l'ennemi est assiégé. Pendant qu'il tire des flèches et lance des javelots, tu essaies d'escalader les remparts. Le danger est grand à la guerre, mais la victoire n'en a que plus de valeur. Si tu t'es montré fidèle et brave jusqu'au bout, le pharaon te récompensera en t'offrant de l'or, des terres et de hautes fonctions. Ce porte-étendard, par exemple, reçoit le titre très honorifique de chef de la police.
Le vizir est le chef du gouvernement. Tout d'abord, il commence sa journée en lisant des rapports et en dictant des lettres. Ensuite, d'autres responsables lui rendent visite pour lui faire leur rapport. Voici d'ailleurs le comptable du trésor qui lui présente un état des rentrées d'impôts dans les greniers royaux. Le vizir s'empresse alors de se rendre au palais pour informer le pharaon de l'évolution de la situation dans toutes les provinces. En fin de matinée, il doit se prononcer sur une affaire qui, cette fois-ci, oppose 3 personnes revendiquant la même parcelle de terrain. Plus tard, dans l'après-midi, le vizir assiste à la cérémonie de nomination d'un secrétaire général auquel il remet le sceau royal. Il se rend par la suite dans un tribunal pour y interroger avant la nuit des profanateurs de sépultures. Être prêtresse est un honneur et ta vie est facile. Tu te réveilles dans des draps de lin fin et tu appelles une servante pour t'habiller. Sitôt ton maquillage terminé, tes enfants viennent alors te dire bonjour. Lorsqu'ils te conduisent jusqu'au temple, tes serviteurs écartent les gens sur ton chemin. Bien sûr, tes obligations de prêtresse changent de temps en temps. Ce mois-ci, par exemple, tu dois danser au temple en compagnie d'autres prêtresses. Mais ensuite, tu es libre. Et c'est bien agréable de te promener sur le fleuve en compagnie de ton mari et de tes enfants. Tu finiras la soirée en te divertissant ou en jouant au séné avec ton mari. Le désert est tout proche et les tempêtes de sable sont fréquentes là où tu vis. D'ailleurs, tu souffres souvent de graves affections pulmonaires causées par des grains de sable qui remontent dans tes poumons. Mais la toux peut aussi signaler la présence d'un ver parasite dans tes poumons. D'ailleurs, certains types de vers sont si longs qu'ils descendent dans tes jambes. On essaie alors de les retirer avec une baguette de bois. Les docteurs pensent que beaucoup de maladies sont liées à des déplacements d'organes et que de fortes fumigations peuvent leur faire retrouver leur emplacement naturel. Les maladies oculaires et la cécité sont fréquentes et les aveugles ont une vie difficile. Pourtant, certains arrivent à se trouver un travail, comme cet homme qui joue de la harpe. Bien sûr, il y a toujours aussi des grands malades qui n'espèrent plus qu'un miracle. Certains temples disposant d'une pièce qui leur est spécialement destinée les accueillent. Là, ils prient et reçoivent des soins prodigués par des prêtres. Beaucoup d'écoles de médecine rattachées au temple se spécialisent dans les maladies féminines. Par exemple, à Saïs, dans le Delta, les prêtresses de la déesse Ness forment des sages-femmes. Si on veut faire une belle momie de bonne qualité, il faut ouvrir le corps pour en extraire les viscères. Tout d'abord, on enlève le cerveau en le passant par le nez. Quant au foie, estomac et autres organes, ils sont placés dans des jarres spéciales. Néanmoins, on laisse le cœur à l'intérieur car on pense que les défunts en aura besoin dans l'au-delà. Le corps est donc placé dans du natron pendant une centaine de jours afin de bien se dessécher. Pour conserver au corps une apparence de vie, on le rembourre avec des morceaux de tissu aux endroits où le corps risque de s'affaisser ou de se rétracter. Puis on entoure le corps de nombreuses bandelettes de lin, entre lesquelles on place des amulettes qui sont censées protéger le défunt dans son voyage vers l'au-delà. Pour finir le travail en beauté, on place sur le visage de la momie un masque de papier mâché peint à l'image du défunt. L'or et l'argent sont évidemment très précieux. On commence donc par peser le métal avant de le travailler. Si à la fin du travail, le poids de l'objet est le même, on est sûr que rien n'a été volé. Pour faire un plaquage, il faut battre l'or jusqu'à l'aplatir en feuilles très fines. C'est pourquoi on place le métal sur une surface de battage qui sert à amortir les chocs. Les grandes jarres, elles, sont réalisées en 2 morceaux distincts qu'il n'est pas toujours facile d'assembler. Aussi, pour faire la soudure, on utilise un métal plus mou. Quand arrive la phase critique du polissage, veille à tenir bien fermement les grandes jarres. Une maladresse est vite arrivée. La vie de soldat est vraiment dure, d'autant plus qu'elle t'est parfois imposée. Ici, on voit des scribes qui ont été envoyés dans les villages pour enrôler les hommes dans l'armée. En tant que soldat, on te demandera d'effectuer des tâches très pénibles. Ainsi, tu devras tirer des blocs de pierre et des statues commandées par le pharaon pour la construction de ses temples. Au début de la campagne, on distribue des armes en grande pompe en présence du pharaon. Tu attends patiemment ton tour. À présent, l'armée avance. L'infanterie marche en tête, suivie des trompettes et des archers.
Les chars, eux, viennent fermer la marche en dernier. Le système te semble parfois bien injuste. Par exemple, tu dois supporter les percepteurs qui mesurent tes récoltes ou contrôlent ton travail et qui fixent ensuite la part que tu dois verser au grenier royal. Bien sûr, quand des responsables t'ordonnent d'aller creuser des canaux, tu peux toujours faire semblant d'être malade. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Aussi, certains essaient de trouver des moyens de se rendre la vie plus facile. Peut-être qu'un pot de vin donné au contrôleur des impôts ou au juge te fera gagner leur indulgence. Qui sait ? À la campagne, il arrive que des gens du peuple deviennent juges dans des tribunaux régionaux. Ici, cette femme se plaint qu'on ne lui a pas payé le pot de beurre qu'elle a vendu. Voici un sistre, une sorte de crécelle dont jouent les prêtresses durant les cérémonies. Celui-ci est à l'effigie de Hathor, tout à la fois déesse de l'amour, de la musique et de la danse. Ce dessin représente une jeune fille en train de se maquiller. Son rouge à lèvres est fabriqué avec de la rouille. Ses ombres à paupières vertes et noires sont à base de cuivre et de graphite. Si par hasard ton mari est très riche, il peut avoir plusieurs épouses et dans ce cas, tu devras vivre dans la partie de la maison réservée aux femmes. Néanmoins, tout comme les hommes, les femmes peuvent recevoir du pharaon des titres honorifiques et des cadeaux en or. L'année est parsemée de jours néfastes, et ces jours-là, par exemple, mieux vaut ne pas sortir de chez toi une fois la nuit tombée. Pour les jours vraiment, mais vraiment néfastes, il est nettement préférable de rester chez toi et de ne pas sortir du tout. Il est risqué de faire certaines choses certains jours, comme par exemple se baigner, entreprendre un voyage, allumer du feu, etc. Les calendriers sont là pour te rappeler non seulement les mauvais jours, mais aussi ce qu'il ne faut pas faire ces jours-là. Alors, si tu veux t'assurer la protection des dieux, tu leur apporteras régulièrement au temple des offrandes pour leur être agréables et les amadouer. N'oublie pas non plus de les remercier par de nouvelles offrandes s'ils exaucent tes vœux. Lors des funérailles, la momie, que l'on a placée dans un cercueil taillé à sa dimension, est tirée sur un traîneau. Il faut d'abord traverser le Nil, car les défunts ne sont enterrés que sur la rive occidentale, c'est-à-dire là où le soleil se couche. Un prêtre préside la cérémonie de l'ouverture de la bouche qui fait renaître l'âme du défunt. Puis, plusieurs prêtres portent la momie dans son tombeau souterrain où un sarcophage a été préparé. Là, on place à côté du défunt, en nature ou sous forme de copie, tout ce dont il pourra avoir besoin dans l'au-delà. Enfin, la dernière personne à quitter le tombeau va y mettre les scellés et effacer toutes les traces de pas. Désormais, le voyage vers l'au-delà a commencé. Malheureusement, tous les mariages ne sont pas heureux. Aussi, lorsqu'une épouse est maltraitée par son mari, elle peut faire appel à ses parents pour qu'ils l'aident à saisir la justice. Dans ce cas, le juge peut obliger le mari à modifier son comportement et le prévient qu'autrement, il sera puni. Par exemple, ce mari était menacé de 100 coups de fouet s'il continuait à se montrer cruel. Mais il arrive qu'un divorce soit inévitable. La procédure est alors assez simple. Le couple doit seulement faire une déclaration devant des témoins. L'homme et la femme sont alors tous deux libres de se remarier. Et la femme obtient généralement la garde de ses enfants. Si tes parents font partie de la cour du pharaon, tu habites en ville, dans une grande maison à colonnades, agrémentée d'un vaste jardin. Tu as la chance que ta fenêtre donne sur des allées soigneusement entretenues, des bassins rectangulaires et de petits pavillons. Tu vois également les jardiniers s'occuper des plantes et les arroser. Le jardin est très tranquille. Il est protégé du bruit et des intrus par un mur élevé. À l'entrée, le gardien ne laisse passer que les amis et les visiteurs importants. Tu as ici l'image même d'un monde calme et tranquille. Les Égyptiens sont de grands amateurs de vin. D'ailleurs, il y a beaucoup de vignobles dans le delta, à l'embouchure du Nil, et les vignes y poussent souvent entre elles dans de grands jardins. Pour commencer, on verse le raisin mûr dans de grandes cuves où des fouleurs, qui se retiennent à des cordes pour conserver leur équilibre, le piétinent pour en faire sortir tout le jus. On verse ensuite ce jus de raisin dans les jarres pour qu'il fermente. Enfin, lorsque la fermentation est terminée, il faut sceller les jarres, les dater et laisser vieillir le vin.
Les vêtements de lin blanc nécessitent des lavages fréquents. Tu trouveras donc plus commode de laver les tiens au bord de la rivière ou du canal. Tu les rinces, tu les frappes sur une pierre, tu les étends au soleil, et voilà. Les vêtements de lin fin sont souvent très joliment plissés. Pour refaire les plis après le lavage, on presse le tissu sur une planche en bois, spécialement ondulée, puis on le laisse sécher. Voici ce que tu portes aux pieds. Ces sandales à gauche sont en papyrus, celles de droite en fibre de palmier. La plupart du temps, tu marches pieds nus en portant tes sandales à la main et tu ne les mets qu'en cas de besoin. Supposons que ta mère veuille acheter du poisson. Mais elle ne peut pas payer avec de l'argent, puisque ça n'existe pas en Égypte. Elle doit donc pratiquer le troc. C'est pourquoi elle confectionne des gâteaux aux figues qu'elle pourra, par exemple, échanger contre du poisson. La voilà partie au marché, en portant un panier rempli de gâteaux. Elle en a fait suffisamment pour acheter aussi des légumes. Malheureusement, les marchands n'acceptent les gâteaux que s'ils en ont besoin ou s'ils pensent qu'ils pourront les échanger à leur tour. Au fait, combien de gâteaux aux figues faut-il pour avoir un poisson ? Le marchandage sera long. Et c'est la raison pour laquelle ça peut prendre beaucoup de temps pour faire ses courses. Si tu veux acheter quelque chose de cher, comme un bœuf, tu devras proposer beaucoup en échange. Peut-être du lin, des colliers ou des sacs de céréales. Le papyrus pousse le long des berges du Nil, dans les marécages du delta, à l'embouchure du fleuve. C'est là que l'on cueille ces tiges, dont les fibres sont utilisées à de nombreux usages. Par exemple, avec du papyrus, tu peux te construire un bon bateau à bon marché. Fais simplement attention à bien lier les tiges ensemble pour que ton bateau soit parfaitement étanche. Si la chasse est bonne dans les marais, elle peut aussi, hélas, s'avérer très dangereuse. Pendant la saison de la crue, les éleveurs doivent faire très attention à leur bétail et bien le guider lorsqu'ils traversent des terrains inondés. À partir de lingots de bronze, on fabrique toutes sortes d'objets, de l'outil à la statue, en passant par les ustensiles de cuisine. On trouve du bronze à l'état naturel dans certaines régions d'Asie, mais on peut également en obtenir en mélangeant du cuivre et de l'étain. Tout d'abord, on fait fondre le bronze sur des fours à charbon de bois, dont le feu est attisé par des soufflets que l'on actionne avec les pieds. Ces soufflets sont équipés de longs embouts de roseaux, que l'on remplace souvent car ils résistent mal à la chaleur. C'est dans un creuset de terre cuite que l'on maintient le métal en fusion au-dessus du feu. Pour éviter aux ouvriers de se brûler, le creuset est muni de longs manches souples. Les Égyptiens aiment les enfants. D'ailleurs, on plaint sincèrement ceux qui n'en ont pas. C'est pourquoi on peut recourir à toutes sortes de moyens pour essayer d'en avoir. Par exemple, le mari porte des offrandes sur la tombe de ses parents, dans l'espoir que les dieux lui accorderont une descendance. Ou bien, des couples désireux d'avoir un enfant peuvent s'en remettre au pouvoir magique des amulettes. Celle-ci, en forme de scarabée, peut, comme le soleil, donner la vie. Si malheureusement tous ces moyens échouent, on peut toujours adopter un enfant en se mettant d'accord avec ses parents. Dans les villes, les avenues bordées de belles demeures sont nombreuses. Mais les gens du peuple, eux, s'entassent dans des habitations situées dans les rues qui non seulement sont surpeuplées, mais dont le tracé est terriblement chaotique. Comme les rues grouillent de monde, les enfants des villes jouent plutôt sur les terrasses. Ils en profitent pour sauter le plus simplement du monde, d'une terrasse à l'autre. Dans les riches maisons, il y a des chambres pour les invités et de nombreuses pièces séparées où vivent le propriétaire et les femmes de la maison. Il y a même une piscine dans le jardin. Et lorsque la famille se rend dans sa maison de campagne, les enfants ont encore plus d'espace pour s'amuser. Tu peux cultiver de nombreuses variétés de légumes et certains paysans aisés ont même leur propre jardin potager. On élève des oies, des canards, des ramiers et des grues pour leur chair. Il arrive même que l'on gave certaines volailles pour les engraisser. Tu peux aussi t'approvisionner en aliments sur les marchés locaux où les paysans vendent le surplus de leur production. Mais tu peux aussi aller chasser et pêcher. C'est d'ailleurs un bon moyen pour les gens pauvres d'améliorer leur ordinaire. Un prêtre doit suivre des règles de propreté très strictes. Il doit se laver plusieurs fois par jour et se raser les cheveux. En fait, il doit s'épiler tout le corps afin de préserver sa pureté pour approcher le Dieu. Il s'épile donc le corps à l'aide de pinces. Il s'habille de lin fraîchement lavé et ne peut porter ni laine ni sandales de cuir qui sont considérées comme impures. Quant à la peau de léopard dont il est revêtu,
c'est le signe qu'il sert le grand dieu Amon. Très souvent, les prêtres ne portent pas de perruque. Voici ce qu'il est typique de voir sur un marché. Là-bas, un marchand vante la qualité de ses tissus. Les Égyptiens sont d'ailleurs passés maîtres dans l'art du tissage. Ici, un homme marchande le prix d'un esclave. D'ailleurs, les esclaves, qui sont en général des prisonniers de guerre, sont vendus très cher. Aussi, pour éviter les litiges, le prix doit être indiqué par écrit. Le soleil tape fort et l'ombre elle-même est saturée de poussière brûlante. Assoiffé, tu t'arrêtes devant un étal de boissons pour te désaltérer avant de repartir, car la route est encore longue pour retourner chez toi. Tu vois également beaucoup d'hommes en train de faire des achats. Ce sont probablement des membres du personnel de quelques maisons riches envoyés au marché pour acheter des provisions. Si tu es un haut responsable, tu as un emploi du temps si chargé que tu as rarement le loisir de te rendre sur tes terres. Une fois sur place, tu vas voir le régisseur pour contrôler qu'il a correctement dirigé l'exploitation et réalisé un maximum de bénéfices. Puis tu vas faire un tour au champ pour t'assurer que les moissonneurs font bien leur travail. Tu vérifies alors qu'ils ne laissent pas trop de grains aux glaneurs. Enfin, pour profiter au maximum de ta visite, tu vas également à la chasse à l'antilope dans le désert situé derrière les collines. Bien sûr, tous les outils du charpentier sont fabriqués à la main. Voici par exemple une hache qui sert à tailler des poutres à la dimension voulue. Pour scier des planches, en toute sécurité, on attache le bois à un poteau. On tire alors la scie vers soi pour débiter le bois en morceaux. Ensuite, on égalise les planches avec une herminette, un outil composé d'une lame de bronze fixée sur un manche. Puis, à l'aide d'un réglet, on vérifie la précision du travail. Si tu veux scier une planche avec une petite scie, tu cales la planche contre ton pied et tout en poussant sur l'extrémité supérieure, tu tires la scie vers toi. Pour façonner les mortaises, on utilise un ciseau de bronze que l'on aiguise souvent parce que le bronze n'est pas un métal très dur. Quant aux amulettes, que l'on utilise dans la décoration des sanctuaires, elles sont d'abord dégrossies à l'herminette avant d'être finies au ciseau. Si tu veux fixer un plaquage sur du bois décoré ou une feuille d'or sur une surface bien polie, tu utiliseras de la colle préalablement chauffée. Les Égyptiens consignent tout ce qui leur paraît important par écrit sur une sorte de papier fait à partir de grandes tiges de papyrus fraîchement coupées sur les berges du fleuve. Après en avoir enlevé l'écorce, on fend les tiges pour en extraire le cœur tendre. Puis on le coupe en bandes que l'on aligne les unes à côté des autres. Ensuite, on dispose perpendiculairement d'autres bandes que l'on écrase au maillet. On obtient ainsi une trame épaisse que l'on laisse sécher avant de la rouler. Si tu es un scribe débutant, tu peux te faire la main en devenant écrivain public. Pour les Égyptiens, le pharaon est un dieu vivant. En effet, ils sont persuadés que s'il offensait les autres dieux, d'une façon ou d'une autre, le malheur s'abattrait sur leur pays. C'est pourquoi, chaque matin, le pharaon a le devoir de rendre un culte aux dieux. Ensuite, le pharaon écoute le rapport journalier de son vizir et prend les décisions qui s'imposent. Dans l'après-midi, il inspecte le vaste chantier d'un nouveau temple qu'il fait construire en l'honneur des dieux, comme l'ont fait ses prédécesseurs. La journée du pharaon peut s'achever par une fête donnée à l'occasion de la visite d'un ambassadeur étranger. Mais il peut aussi, tout simplement, passer la soirée avec la reine. Si tu es une femme mariée ou une veuve, tu peux disposer de tes biens comme bon te semble. Ici, cette femme est en train de signer un contrat. Tu peux aussi hériter à titre personnel, séparément de ton époux. Si par hasard, un testament te semble inéquitable, tu peux le contester devant les tribunaux. Si tu viens à divorcer, tu peux non seulement emporter tes biens et emmener tes enfants, mais tu es aussi absolument libre de te remarier. Tu peux également léguer tes biens par testament à la personne de ton choix, même si elle ne fait pas partie de ta famille. Les dieux sont omniprésents. Au coucher du soleil, le ciel est inondé du sang du serpent du mal. C'est Horus qui l'a tué pour l'empêcher de détruire le soleil. Osiris est le souverain de l'Empire des morts.
À côté de lui se tiennent Isis, qui est à la fois son épouse et sa sœur, et Seth, son frère, le dieu des influences néfastes. Ra, le dieu du soleil, traverse le ciel sur un bateau que Nut avale chaque soir pour le remettre au monde chaque matin. Les dieux s'incarnent souvent sous la forme de leur animal sacré. Ainsi, ce vautour qui traverse le ciel, c'est Nekhbet, la déesse de la Haute-Égypte. Par jalousie, Seth tua son frère Osiris. Après avoir découpé son corps, il en dispersa les morceaux dans toute l'Égypte et Isis partit à leur recherche. Horus, fils d'Osiris et d'Isis, cherche à venger son père qui a ressuscité comme souverain de l'Empire des morts. Des statuettes d'Osiris piquées de grains de blé sont placées dans les tombes, car le blé qui germe symbolise la vie après la mort. Chez toi, tu places des offrandes de nourriture sur un reposoir comme celui-ci, à l'effigie de Bès, le gnome, dieu amical et protecteur. Durant la fête du chat, on honore la déesse Bastet à Boubastis et on interdit alors la chasse aux lions. On attribue donc aux dieux toutes sortes de fonctions et de symboles. Thoth, par exemple, est à la fois le dieu des scribes et le dieu de la lune. Son animal sacré est le babouin. Les Égyptiens pensent que les rêves ont une signification. Par exemple, si tu rêves que quelqu'un te donne du pain blanc, c'est signe de chance. En revanche, si tu rêves que tu perds tes dents, c'est de mauvais augure et cela annonce la mort prochaine d'une personne que tu aimes. Si tu rêves que tu as une tête de léopard, c'est un très bon présage qui signifie que tu deviendras un personnage important. Mais si tu rêves que tu pilotes un bateau, c'est que tu vas perdre une affaire que tu as portée devant les tribunaux. Si par hasard, un rêve te prévient d'un danger, lève-toi immédiatement et implore Isis tout en mangeant du pain et des herbes fraîches. Cela empêchera que le rêve n'ait des conséquences néfastes. Tous les Égyptiens anciens savent ce qui se passe après la mort. Anubis, dieu des morts, pèse le cœur du défunt, car ses péchés ne doivent pas peser plus lourd que la plume de la vérité. C'est le dieu Thoth qui consigne les résultats. Si les cœurs sont trop lourds, ils sont avalés par un monstre. Par contre, ceux des justes gagnent un monde heureux où le blé et l'orge poussent sous une forme géante. Tu dois veiller à ce que l'on place dans ton tombeau des petites figurines comme celle-ci, car dans l'au-delà, elles feront à ta place tout le dur labeur qui t'est réservé. Ainsi, pendant que ces statuettes serviteurs s'occupent de tes champs et entretiennent le réseau d'irrigation à ta place, tu peux faire la fête sous un arbre sacré. Quelles sont tes perspectives d'avenir ? Imaginons que tu débutes ta carrière en tant que scribe auprès d'un tribunal. Si tu te montres respectueux de tes employeurs et sérieux dans ton travail, tu as une chance de finir grand greffier des archives de la Cour suprême. Si tu as un sens inné de l'organisation, tu peux commencer à travailler comme scribe pour le chef de l'armée et devenir par la suite son conseiller. Si à son tour, il vante tes mérites au pharaon, ce dernier peut te nommer gouverneur d'une province. Enfin, si tu as vraiment beaucoup d'ambition, tu peux essayer de te rendre si indispensable et faire une si grande impression sur le pharaon qu'il finira par te nommer vizir, c'est-à-dire premier ministre. Certes, ce n'est pas joué d'avance, mais rien n'est impossible. Voici quelques-uns des ministres importants qui sont chargés de l'application des lois pharaoniques. Le grand comptable du trésor royal, le ministre de l'irrigation, le contrôleur des greniers royaux, l'intendant en chef, qui dirige l'ensemble des serviteurs du palais, le chef des travaux, qui dirige les ouvriers travaillant dans les ateliers, les mines et les carrières, le gouverneur d'un homme ou d'une région, le grand greffier des archives de l'État. Et enfin, pour finir, un ami du pharaon, un courtisan à qui a été accordé, par exemple, le titre purement honorifique de porteur de la sandale royale ou de porteur d'éventail. En tant que paysanne, tes journées sont longues et il te reste bien peu de temps pour toi-même. Debout dès l'aube, tu prépares de la bouillie pour le petit déjeuner de ta famille. Ensuite, alors que les hommes partent moissonner au champ, tu vas en ville pour y vendre des œufs et des tapis tissés à la main. En revenant du marché,
tu nettoies la maison. Tu mous du grain, tu cuisines et tu rejoins alors tes voisines pour filer le lin en leur compagnie. Sous le soleil de midi, tu apportes du pain frais aux hommes. Puis, tu restes au champ pour glaner avec les autres femmes. Tu en vois deux qui se battent parce que l'une d'elles a renversé le panier de l'autre contenant le blé qu'elle avait glané. Enfin, quand vient le soir, tu prépares le dîner et tu enfermes les bêtes pour la nuit. Tu trouves même encore un peu de temps pour fabriquer un panier. En Égypte, la plupart des chiens sont des lévriers. Ce sont des chiens de berger, de chasse ou tout simplement de compagnie. On dit que les Égyptiens aiment tellement leurs chats que si ces derniers viennent à mourir, leurs propriétaires vont jusqu'à se raser les sourcils en signe de deuil. Quant au singe, il peut faire un animal domestique très amusant. Mais il risque hélas de te créer quelques problèmes. Aussi, à moins que tu ne sois riche et que tu n'aies des serviteurs pour l'apprivoiser, c'est un choix à déconseiller. Si l'oie n'est pas à proprement parler un animal domestique, les Égyptiens les laissent pourtant volontiers entrer dans leur maison. En effet, ils pensent que l'oie, qui est l'animal sacré du dieu du vent Amon, porte bonheur. En matière de momification, là encore, tout dépend de tes moyens. Cet embaumeur montre aux clients les différents types de momies, de la plus économique à la plus luxueuse. La méthode la moins onéreuse consiste à pratiquer dans le corps du défunt une injection d'huile de cèdre qui est censée liquéfier et expulser les viscères. Ensuite, le corps est empli de natron, une sorte de carbonate de sodium. Pendant les 40 jours suivants, le natron empêche la putréfaction et le corps se dessèche peu à peu. Quand c'est prêt, la famille vient alors chercher le corps pour les funérailles. Bien que très amaigri, le corps ne pourrira pas, parce qu'il est totalement déshydraté.